Depuis hier, nous avons ouvert l'exposition qui s'appelle Les Bagnoulins dans la Grande Guerre. Donc c'est une exposition qui est faite par le Souvenir Français. Alors Souvenir Français, c'est une association nationale créée en 1887 et qui a pour vocation de transmettre la mémoire et d'entretenir les tombes des soldats qui sont morts pour la France, que ce soit en France comme à l'étranger, tout au long des siècles. Alors donc on a choisi cette année, puisqu'on se trouve en 2015, eh bien de travailler sur la Première Guerre mondiale, puisqu'on en fête le centenaire, hélas. Donc l'idée, c'est donc de montrer à la fois ce qu'a pu être la guerre au travers de panneaux qui sortent un petit peu, on va dire, des clichés ordinaires sur la Première Guerre mondiale, et en même temps, eh bien, de présenter les différents bagnoulins qui ont été appelés sous les drapeaux et qui ont trouvé la mort durant l'année 1915. C'est pour ça que cette exposition est la première et elle va se dérouler aussi pour l'année 1916, 1917, 1918. Et bien sûr, chaque fois, on va travailler donc sur les parties des bagnoulins qui sont morts durant le conflit, mais on va aussi travailler justement sur tous les aspects un peu méconnus ou mal connus du premier panneau de l'exposition. C'est celui qui nous présente. Donc on a ici François-Xavier Niesson, qui est le fondateur du Souvenir Français. Donc là, il n'y a pas grand-chose à en dire en fait, puisque bon, on trouve tout un tas de trucs sur Internet. Bon, c'est pas le panneau le plus parlant, mais en tout cas c'est celui qui nous présente. Alors celui-là, c'est un panneau qui est un petit peu amusant entre guillemets si on peut dire. L'idée donc c'est essayer de comprendre comment ces hommes et ces femmes se nourrissaient aussi bien sur le front qu'à l'arrière. Donc on voit ici un poster qui a été fait dans les années 1915, où on voit un petit peu le langage des tranchées au niveau de la nourriture. C'est là qu'on voit apparaître le kawa, le café. C'est là aussi où on va voir apparaître les cibiches, les sèches, c'est-à-dire les cigarettes, ce qu'on appelait les souffrantes, les allumettes, les grolles, les fameuses grolles, les godasses, le fronton, le fromage, etc. Donc c'est tout cet argot que peuvent employer les soldats pour parler de la nourriture sur le front. Et ensuite on a cette série de cartes postales qui sont très intéressantes, puisqu'en fait elles représentent donc une ménagère, c'est la ménagère française de type. Donc on la voit en 1914, on la voit en 1916, on la voit en 1918. Et alors ce qu'on peut remarquer, d'abord c'est la hausse des prix, puisqu'on voit que le même panier coûte 26 francs 20 en 1914 et qu'il va coûter 650 francs en 1918, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Et on voit bien dans le dessin donc, que cette ménagère est plutôt replète, son chien aussi, sa poubelle déborde, ainsi que son panier. Puis on va voir qu'en 1916, elle a déjà commencé à maigrir, son chien aussi, le panier est bien moins plein et la poubelle désormais est vide. Et alors on voit carrément qu'en 1918, cette brave dame a carrément fondu, son chien aussi, et la poubelle est plus que vide. Ainsi que alors là, ici, on a essayé de parler du rôle des animaux. Alors le rôle des animaux est connu quand même, ça a été pas mal étudié, mais c'est très peu vulgarisé, c'est très peu mis à la disposition du grand public. Donc l'idée, c'était un petit peu de faire voir que nos amis les animaux, hélas, ont été pris dans le conflit. Alors à différents niveaux, on voit qu'on a aussi bien des oiseaux qui ont servi de drones, on va dire, c'est les drones de l'époque. Les chiens ont beaucoup été mis à contribution, les ânes, bien sûr. Et il ne faut pas oublier quand même les animaux de ferme qui se trouvaient dans les zones de combat et qui eux ont été oubliés et bien souvent ils ont été abattus par les soldats qui manquaient de nourriture. Où on peut voir ici 2 soldats qui sont en train de traire une vache qui a été abandonnée. C'est pas la vache et les prisonniers. On n'est pas loin. C'est presque Marguerite, ouais. Et donc on voit aussi que les chiens surtout ont été utilisés, ils avaient une grande utilité pour dératiser les tranchées. Et ensuite c'est vrai qu'ils apportent un réconfort dont le soldat a besoin. Donc là en fait on est sur quelque chose de plus traditionnel, c'est-à-dire qu'on appelait ça le froid, la boule à vermine, c'est vraiment les conditions de vie des soldats dans les tranchées. Et on peut voir que dès qu'ils ont un petit moment de libre, soit ils se font du café, le fameux kawa, soit ils écopent, parce que bien souvent les tranchées sont pleines d'eau, soit il y a des petits salons de coiffure qui s'ouvrent pour que les soldats puissent retrouver apparence humaine. Et tout ça sont des moments de détente qui sont importants. Alors ça c'est un panneau qui est 100% bagnoulin, c'est-à-dire qu'on a là 2 grandes familles, la famille Harol et la famille Paillereau. Et donc il se trouve que les Harol vont avoir 3 enfants qui vont se marier avec des enfants Paillereau. Et eux-mêmes, bien sûr, auront des enfants. C'est-à-dire qu'on a ici 3 générations. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir tous les hommes qui ont été mobilisés. Alors, on peut voir, donc, ici, on a le grand-père, Harol, ses 2 fils. De l'autre côté, du côté Paillereau, on a
les 3 fils, mais aussi les 2 beaux-fils. Et ensuite, il y en a une qui est veuve de guerre, c'est Marie Paillereau, hein, donc elle, son mari est mort à la guerre. C'est-à-dire que grâce à ce panneau, on peut voir de quelle façon la guerre de 14-18 a profondément bouleversé toutes les familles en France. Ça, c'est un exemple d'une famille française, mais on retrouverait exactement les mêmes choses dans d'autres départements. Hein, c'est dire l'importance au niveau humain du conflit. L'idée, ces 2 panneaux fonctionnent ensemble. Hein, donc l'idée, c'est de bien faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est parti à la guerre de 14 qu'on a forcément été combattre à Verdun avec l'uniforme bleu horizon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici à Bagnoul-sur-Mer, la population se compose soit de viticulteurs, c'est-à-dire de paysans, soit de marins. Alors forcément, les viticulteurs, eux, ils sont plutôt partis dans l'infanterie. Eux, ils sont allés donc sur ces fronts, le front contre l'Allemagne ou le front contre l'Autriche-Hongrie. Par contre, ceux qui étaient pêcheurs ont été incorporés dans la marine. Et eux, ils sont allés se battre donc sur le front contre la Turquie, dans les Dardanelles. C'est ce qu'on voit là-bas. Donc on peut voir qu'en fonction de son affectation, on ne va pas porter le même uniforme, on n'ira pas non plus sur le même théâtre d'opération. Donc qui dit guerre de 14-18 ne dit pas forcément cascadrien, uniforme bleu horizon et la Somme ou la Marne. Ça, c'est la grande chance qu'on a à Bagnoul-sur-Mer, c'est qu'on a un monument aux morts qui a été sculpté par Aristide Mayol, qui est natif du village. Donc c'est un monument aux morts qui est un petit peu tardif, puisque lui date de 1933, alors que la plupart des monuments aux morts ont été érigés dans les années 1920, juste après-guerre. Et on peut voir qu'on a là une iconographie qui est très simple, mais qui est très chargée de signification. Donc en gros, ce qu'on a, c'est qu'on a un jeune homme qui est mort. Donc il est mort, on le sait, mais en fait il ressemble beaucoup au dormeur du Val, c'est-à-dire qu'il semble dormir. Hein, on le voit, il est casqué, il dort sur son épée, ou il repose sur son épée. À sa gauche, donc on va trouver un duo de femmes, il y a la jeune femme assise éplorée et la vieille femme qui la réconforte. Ça, on imagine bien que c'est la femme et la fille du soldat, ou la femme et la mère du soldat, ou la mère et la sœur, c'est-à-dire les femmes qui tenaient à lui et qui pleurent sa perte. Et de l'autre côté, on voit arriver 3 jeunes femmes. Alors il y en a qui diront que ce sont les pleureuses, et c'est vrai que dans la société méditerranéenne, la pleureuse est importante au moment de l'enterrement. Mais il y en a aussi qui disent que ça pourrait être les 3 parques, c'est-à-dire les divinités qui président à la destinée des hommes. Et donc en fait, on voit que ces 3 femmes sont reliées entre elles par des couronnes de laurier, ce qui laisse à penser qu'elles arrivent et elles vont, elles vont couronner le héros de laurier, c'est-à-dire qu'elles vont le diviniser, l'amener au paradis des héros. Voilà un petit peu l'idée de ce monument. Et c'est surtout un monument qui vaut parce que... les monuments aux morts sont classés en plusieurs catégories. Hein. Il y a les victorieux, il y a les triomphants, il y a les pacifistes. Alors celui-là a longtemps été qualifié de pacifiste. Je ne sais pas s'il est réellement pacifiste. En tout cas, il nous parle non pas de la vision d'un homme qui a connu la guerre, puisque Mayol est né en 1861, donc il n'était pas mobilisable en 1914. Donc il ne nous parle pas d'un homme qui a connu la guerre, mais bien d'un homme qui a vu son fils partir à la guerre et qui, lui, étant resté à l'arrière, nous retranscrit ce que l'arrière a vécu tout au long de la guerre. Et non pas ce que les hommes ont vécu sur le champ de bataille. Et c'est en ça qu'il est intéressant, ce monument aux morts. Alors ça, c'est l'esquisse pour l'harmonie, donc qui date des années 1840-1841. Alors c'est une statue qui est très très intéressante parce qu'elle fait partie des dernières qu'Aristide Mayol a travaillé, puisqu'il est mort en 1944. Hein. Donc ça, c'est son modèle, Dina Vierny. Alors, si on peut se déplacer. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec cette statue, c'est que d'abord, elle n'est pas terminée. C'est pour ça qu'elle n'a pas les bras encore, hein, elle n'a pas été achevée. Donc on peut encore voir les doigts de l'artiste qui sont encore imprégnés dans la matière. Hein, puisque comment travaille Mayol? Eh bien, il modèle sur plâtre. Une fois que le modélage est fait, on le polit et ensuite on en fait un moule pour que ce soit fondu. Et celui-là, il n'a pas encore eu le temps il n'a pas encore été poli puisqu'elle n'était pas terminée. Et c'est vrai qu'au niveau du nombril, on peut encore voir l'empreinte d'Aristide sur cette statue. Alors, cette statue, elle s'appelle l'esquisse pour l'harmonie et elle représente vraiment tout le travail de Mayol. C'est-à-dire qu'on a là un personnage qui est présent parmi nous et pourtant qui semble complètement détaché. Et c'est donc cette harmonie, cette idée d'harmonie, de bonheur vers lequel cette pose tout en douceur doit nous amener. On est vraiment là dans le cœur de la sculpture symboliste qui a été tout le travail de Mayol. Ici on a la reproduction d'une pièce de 1 franc qui a été produite en 1915.
Et donc juste en dessous, on va retrouver le prix, on va dire, du panier de la ménagère de l'époque. Hein. Et donc là on peut voir un petit peu, on peut essayer de comparer avec les nôtres, c'est vrai que ça fait un petit peu rigoler, mais sachant que un franc de 1915 équivaut à 1,89 €, on est à peu près dans les prix qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu comment les choses ont évolué au niveau des prix. Il y a des prix qui ont augmenté, il y a des prix qui ont baissé. Et c'est assez intéressant. Voilà, on voit par exemple qu'un homme peut avoir un costume pour 50 francs, c'est-à-dire 50 €. Aujourd'hui, on va trouver à peu près la même chose. Par contre, un kilo de pain se paye 42 centimes. Aujourd'hui, on ne paye pas 42 centimes un kilo de pain. Donc c'est intéressant de voir un petit peu les différences qu'on peut retrouver comme les choses qui n'ont pas bougé. Alors ici donc sous les yeux quelques photos qui nous ont été prêtées par les Bagnoulencs. Donc là en fait on voit le laboratoire Arago. Alors le laboratoire Arago c'est un institut d'études océanographiques, du moins d'études des animaux marins, qui a été fondé en 1882 par Henri de Lacaze-Duthier. Et donc ce laboratoire est devenu un hôpital durant la guerre de 14-18. Alors un hôpital, on va plutôt dire une maison de santé, parce que c'est vrai que nous ici à Bagnouls on est un petit peu loin, et donc c'est là que viennent se reposer les prisonniers dont les nerfs ont été ébranlés par tous les différents bombardements et les massacres auxquels ils ont pu assister. Et ça nous donne l'occasion de parler du général Bassère. Alors le général Bassère, c'est le meilleur ami d'Aristide Maillol. Ils ont le même âge, ils sont allés ensemble à l'école et pendant très longtemps ils ont entretenu une très longue correspondance. Et le général Bassère, qui est né aussi à Bagnouls-sur-Mer, eh bien, est le premier chirurgien militaire à recevoir le grade de général. Et donc on voit qu'il a œuvré en 1915, il est à la fin de sa carrière, et il œuvre donc pour les soldats qui ont été blessés au front. Et donc on peut voir ces différents soldats faire quelques balades, se promener sur le front de mer pour essayer un petit peu d'oublier la guerre et puis de retrouver un état psychologique à peu près normal. Parce que ça, c'est vrai qu'on parle souvent des morts de la guerre de 14-18, mais on évoque très très peu les traumatismes de tous ceux qui ont survécu.